Regardez la personne à côté de vous, ou regardez-vous dans un miroir. Ce que vous voyez est quelqu'un dont vous pensez savoir exactement de quoi il est capable et de quoi il ne l'est pas. Mais la science criminologique vous dit quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Sous les bonnes conditions, avec la bonne combinaison de facteurs psychologiques, biologiques et situationnels, une proportion significativement plus grande d'êtres humains que nous ne le pensons est capable de commettre l'irréparable. Pas les monstres, pas les psychopathes catalogués. Des gens ordinaires, des gens qui ont une famille, un travail, des amis. Aujourd'hui, nous allons analyser les 5 signes psychologiques documentés qui indiquent que cette capacité pourrait être plus présente en vous ou en quelqu'un que vous connaissez que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas fait pour vous effrayer, c'est fait pour vous révéler quelque chose de fondamental sur la nature réelle de l'être humain. Prêtez attention à chacun de ces signes, parce que certains d'entre eux sont infiniment plus courants que vous ne le croyez. Le premier signe est la dissociation émotionnelle en période de conflit intense. Pour comprendre ce signe avec précision, vous devez comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain lors d'un épisode de colère ou de stress extrême. En temps normal, le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable du contrôle des impulsions et de la régulation émotionnelle, exerce une fonction de modération sur les réponses générées par les zones plus primitives du cerveau, comme l'amygdale. C'est ce système qui fait que, même dans la colère, la plupart des gens ne passent pas à l'acte violent. Mais lorsque l'intensité émotionnelle dépasse un certain seuil, le cortex préfrontal peut littéralement se déconnecter. Ce phénomène, que les neuropsychologues appellent l'amygdale hijack, produit un état de conscience modifié dans lequel les filtres habituels de la pensée morale et de l'évaluation des conséquences deviennent temporairement inopérants. Dans cet état, la personne ne voit plus en face d'elle un être humain complet, avec une famille, des émotions, une vie. Elle voit un obstacle, une menace, un problème à résoudre. Si vous avez jamais vécu une colère si intense que vous vous souvenez d'un étrange calme froid au milieu du chaos émotionnel, vous avez touché le bord de cet état de dissociation. La différence entre vous et quelqu'un qui a commis un acte de violence grave est souvent réduite à un seul facteur situationnel qui était ou n'était pas présent à ce moment précis. Le deuxième signe est un historique de violence banalisé. Il est impératif de dépasser la distinction confortable que la plupart des gens établissent entre la vraie violence et les altercations qu'ils minimisent comme insignifiantes. La bagarre à l'école, la gifle donnée dans un moment de rage, l'explosion verbale si intense qu'elle a laissé l'autre personne tremblante. La psychologie de la violence ne fonctionne pas selon des catégories morales nettes. Elle fonctionne selon des seuils neuronaux. Chaque fois qu'un être humain franchit le seuil de la violence, même à un niveau considéré comme mineur, deux choses se produisent dans le cerveau. Premièrement, le cerveau enregistre que la violence a été une stratégie disponible et utilisée, et il l'ajoute à sa bibliothèque de réponses comportementales. Deuxièmement, le seuil émotionnel qui doit être atteint pour que le cerveau considère à nouveau cette option s'abaisse légèrement. Pas de façon dramatique. Légèrement. Mais légèrement chaque fois. Une personne qui a une histoire de violence répétée, même qualifiée de mineure, a un seuil d'agression cliniquement mesurable qui est plus bas que celui d'une personne qui n'en a aucune. Ce n'est pas un jugement moral. C'est de la neurologie. Si cette analyse vous pousse à examiner honnêtement vos propres réactions émotionnelles dans les situations de conflit, abonnez-vous au canal maintenant. Nous publions chaque semaine des contenus qui vont exactement à ce niveau de profondeur psychologique. Cliquez sur j'aime pour que cette vidéo atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Le troisième signe est la combinaison toxique de la honte chronique et du narcissisme blessé. La recherche criminologique est remarquablement consistante sur ce point. La grande majorité des homicides non prémédités ne sont pas commis par des personnes froides et calculatrices. Ils sont commis par des personnes qui ont vécu un épisode de honte publique et intense qu'elles ont été incapables de gérer. Et la honte, ici, est d'une nature très spécifique. Ce n'est pas la honte tranquille et intime que l'on ressent après une erreur privée. C'est la honte de l'humiliation perçue devant témoins. La honte de voir son statut social s'effondrer publiquement. Pour une personne dont le narcissisme est élevé et l'estime de soi structurellement fragile, ce type d'humiliation n'est pas vécu comme un événement émotionnel difficile parmi d'autres. Il est vécu comme une menace existentielle à l'intégrité du soi. Et la réponse à une menace existentielle peut être, chez certains profils, catastrophiquement disproportionnée. L'expression la violence des humiliés n'est pas une métaphore littéraire. C'est un fait neuropsychologique documenté dans des décennies de recherche internationale. Le quatrième signe est l'absence de réseau social régulateur et la pensée en tunnel. La solitude et l'isolement social chronique sont des facteurs prédictifs de la violence extrême, parmi les plus robustes identifiés par la recherche criminologique. Quand une personne est entourée de relations authentiques, ces relations fonctionnent comme un système externe de régulation. Elles offrent de la perspective. Elles normalisent les émotions difficiles en les nommant et en les contextualisant. Elles fournissent des alternatives et des solutions que la personne seule n'aurait pas pu envisager. Et elles créent une forme de responsabilité sociale implicite qui influence le comportement. Quand ces relations sont absentes,
Quand une personne est profondément isolée, sans amis proches, sans liens familiaux actifs, sans aucun regard extérieur sur sa vie et ses pensées, elle peut facilement entrer dans ce que les psychologues cliniques appellent la pensée en tunnel. Dans cet état, une réalité douloureuse, unique, occupe la quasi-totalité du champ cognitif disponible. Les alternatives disparaissent, la perspective s'efface, et dans ce tunnel, des décisions que n'importe quelle personne entourée de liens sains aurait reconnues comme catastrophiques commencent à sembler logiques, voire inévitables. Laissez un commentaire maintenant. Lequel de ces quatre signes vous a le plus touché ou surpris? Est-ce que vous reconnaissez l'un de ces mécanismes dans votre propre comportement ou dans celui de quelqu'un que vous connaissez? Répondez dans les commentaires. Le cinquième signe est le plus insidieux de tous, parce qu'il se construit dans le silence pendant des mois ou des années avant d'atteindre un point critique. C'est la présence d'un récit de légitimation de la violence. Pour commettre un acte de violence grave, le cerveau humain a besoin d'une histoire. Il a besoin d'une narration interne cohérente qui le positionne comme acteur justifié, comme victime qui répond, comme quelqu'un qui n'avait pas d'autre choix. Les auteurs de violences graves ont presque universellement, dans les reconstructions forensiques et les interviews post-condamnation, développé ce type de narration bien en amont de leur passage à l'acte. Ce récit ne surgit pas le jour du crime. Il se construit progressivement, dans la rumination silencieuse, dans l'accumulation de rancœurs non exprimées, dans la réinterprétation systématique des blessures passées comme des preuves d'une injustice fondamentale qui justifie une réponse extrême. C'était lui ou moi. Elle méritait ce qui lui est arrivé. La société m'a tout pris. Pourquoi devrais-je lui obéir? Ces phrases ont été répétées intérieurement pendant des semaines, des mois, parfois des années, avant de se traduire en actes. Quand vous entendez quelqu'un parler d'une personne spécifique, avec un vocabulaire qui la déshumanise systématiquement, qui lui attribue la responsabilité de tous ses malheurs, et qui formule l'idée qu'une punition serait méritée, vous êtes en train d'entendre un récit de légitimation en formation active. C'est l'un des signaux d'alerte les plus fiables qui existent. Partagez maintenant cette vidéo avec quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance. Comprendre ces mécanismes ne sert pas à vous accabler. Cela sert à vous donner des outils qui permettent de reconnaître une escalade dangereuse, en vous ou chez un autre, avant qu'elle n'atteigne un point de non-retour. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Ce que vous devez garder de cette vidéo, au-delà des 5 signes, c'est une compréhension fondamentalement plus honnête de la nature humaine. La capacité à commettre de la violence n'est pas une anomalie réservée à des individus radicalement différents de vous. C'est un potentiel inscrit dans la biologie humaine, façonné par l'histoire personnelle, les conditions sociales et les déclencheurs situationnels. Cette réalité n'est pas là pour vous terrifier, elle est là pour vous responsabiliser. Un être humain qui comprend les conditions qui activent la violence, en lui est infiniment mieux équipé pour les désamorcer, pour chercher de l'aide au bon moment, pour construire les filets de sécurité relationnelle et émotionnelle qui maintiennent ces seuils suffisamment hauts. La conscience ne garantit pas l'innocence, mais son absence garantit presque toujours la vulnérabilité. Et c'est cela, la vraie conclusion de cette analyse. Il y a un sixième facteur que la plupart des analyses sur ce sujet négligent et qui mérite d'être nommé clairement: le rôle des substances psychoactives et des états modifiés de conscience dans la suppression des inhibitions à la violence. La grande majorité des homicides non prémédités commis par des personnes sans diagnostic clinique de psychopathie se produisent dans un contexte d'intoxication alcoolique ou à d'autres substances. Ce n'est pas parce que ces substances créent de la violence à partir de rien. C'est parce qu'elles réduisent temporairement l'activité du cortex préfrontal, le même mécanisme que la dissociation émotionnelle dont nous avons parlé précédemment. La substance fait pour le cerveau ce que la dissociation fait dans certaines situations de conflit. Elle coupe temporairement l'accès au frein. Ce facteur ne justifie pas la violence, il l'explique. Et le comprendre est essentiel pour identifier les situations à risque réel avant qu'elles n'atteignent un point de non-retour. Il y a une question finale que cette analyse soulève et qui mérite d'être posée directement. Si ces mécanismes sont aussi répandus qu'ils le semblent, qu'est-ce que cela implique pour notre conception de la responsabilité individuelle? La réponse de la psychologie criminelle n'est pas que ces mécanismes excusent la violence. Elle est que comprendre les conditions qui rendent la violence possible est exactement ce qui permet de les prévenir. Un être humain qui reconnaît en lui les signes d'une escalade potentielle, qui comprend que sa pensée se referme en tunnel, que sa colère accumule quelque chose de dangereux, que son isolement social érode sa capacité de perspective, est un être humain qui peut encore agir, qui peut chercher de l'aide, qui peut casser le cycle avant qu'il ne se referme. La connaissance de ces mécanismes n'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Et les avertissements, contrairement aux condamnations, laissent le temps d'agir. La conclusion de cette analyse n'est pas destinée à vous laisser avec une anxiété accrue vis-à-vis de vous-même ou des personnes qui vous entourent. Elle est destinée à vous laisser avec une compréhension plus honnête et plus complète de ce que signifie être humain. Être humain, c'est avoir un cerveau qui peut, sous des conditions spécifiques, produire des états dans lesquels des actions normalement inimaginables deviennent possibles. Ce n'est pas une raison de peur, c'est une raison de responsabilité.
La responsabilité de construire activement les conditions dans lesquelles ces états ne se produisent pas. Des liens sociaux forts, des mécanismes sains de gestion des émotions, une capacité à reconnaître et à nommer ce qui se passe en soi avant que cela ne dépasse le seuil du langage. La violence n'est pas une fatalité, mais elle n'est pas non plus une impossibilité. Et la distance entre les deux est exactement ce que nous construisons ou négligeons de construire chaque jour. Partagez cette analyse avec des personnes en qui vous avez confiance. La comprendre ensemble est plus puissant que la comprendre seule. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.